J'ai découvert ce livre dans une librairie où je cherchais à trouver des livres d'auteurs arabes. Et du coup, bêtement, en cherchant et en connaissant rien à rien, c'est le libraire qui est venu me donner des conseils. Et on a parlé un peu, et du coup, je voulais quand même un gars qui réfléchisse quand il parle, quand il écrit plutôt, qui écrit des choses intéressantes. Et il m'a conseillé du coup Albert Cossery, gars que je connaissais pas du tout. Et voilà, il m'a conseillé ce gars-là. Et c'était très bien. Alors, c'est l'histoire, du coup le titre du livre c'est Mendiant et orgueilleux. Du coup c'est l'histoire de plusieurs mendiants qui sont dans la ville du Caire, ça se passe au Caire. Et c'est l'histoire de ces trois mendiants, de leur vie dans cette ville. Il n'y a pas forcément une histoire plus que ça, s'il y en a une, mais dévoilée. Et c'est plutôt la question de leur philosophie leur philosophie de vie qui est attaquée dans ce livre, par rapport à qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent par rapport à leur misère au sein des quartiers où ils vivent, le quartier indigène. Et du coup, c'est leur philosophie de vie qui est très simple, ça va être leur interaction entre eux dans la société des indigènes, du coup des miséreux, et aussi le rapport qu'il y a entre l'autorité, du coup représentée par un policier. Donc il y a le personnage principal, c'est Goran, qui est un mendiant du coup, enfin il est même pas mendiant, il est plus philosophe, il vit de rien, il est complètement démuni. Il a rien pour lui, il a pas de maison, pas forcément de quoi manger, mais il a pas forcément faim. Il est seulement addict à la drogue, au hashish. Il y a un de ses compères, c'est Yegin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai senti en tout cas. Lui, c'est plus ou moins son disciple, il est dans la même idée que lui, que la simplicité de tout lâcher, de ne rien avoir pour soi, une des meilleures façons de vivre, et ouais, c'est une philosophie, une doctrine en soi, quoi. Ils ont un autre pote à eux, qui est aussi un mendiant, qui bosse dans le ministère public. Lui qui serait plus une sorte de romantique anarchiste, qui voit toujours des peuples opprimés, il est amoureux d'une putain qui est dans un bordel, qui est malade de la syphilis, du coup forcément elle est obligée de travailler parce qu'elle aussi elle a pas de sous, toujours dans le quartier indigène. Et voilà, il va défendre la cause de n'importe qui, il suffit qu'il dise dans un journal que tel peuple a été opprimé pour que d'un coup ils se disent « Oh mais c'est impossible, on est vraiment tendu par les puissants d'au-dessus qui nous envoient leur police nous matraquer ». Et il y a aussi un des personnages clés, le dernier, c'est un inspecteur de police. Sur le coup, je me rappelle plus de son nom, mais c'est le gars qui va incarner le fait qu'il croit dans un système, il croit dans les lois qui ont été faites de ce système-là, et il va les appliquer, sauf qu'à l'intérieur de lui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il est homosexuel, il a du mal à afficher ça en public, il a du mal à le garder que pour lui, mais il peut pas en même temps le montrer aux autres du fait de sa stature, qu'il est inspecteur de police. Et ça va être du coup l'interaction de ces quatre personnages-là au sein de cette ville, de ce quartier des indigènes. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est vraiment du coup, la philosophie de vie de ces personnages-là. C'est leur manière de penser, de vraiment partir de rien, du dénuement absolu, et de trouver quand même une force de vivre, une joie de vivre de tous les jours, alors que c'est l'idée commune que quand on n'a pas un sou pour soi, on serait malheureux. Ça reste quand même des grands penseurs, donc des intellectuels on va dire. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux aussi, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Et du coup, ils peuvent en profiter pour mettre toutes leurs idées en avant sans aucun souci. Ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est assez séduisant du coup de prendre le contrepoint de ce qui se passe. Puis c'est ça qui m'a plu vraiment. Aussi, c'est quand même un livre qui n'est pas dénué d'humour, parce qu'il a réussi à introduire dedans un personnage qui est quand même assez incroyable. C'est un homme tronc, du coup quelqu'un qui a ni bras ni jambes, et qui a une femme quand même. Et cette femme, tous les soirs, lui fait des crises de jalousie, parce qu'il cigarette d'autres femmes dans la rue pendant qu'il fait de la mendicité. Et c'est assez marrant la manière dont il amène ce personnage-là. C'est pour dire que c'est pas non plus un livre ultra... Enfin, c'est sérieux, mais bon, il y a quand même une bonne partie où c'est un peu du théâtre burlesque. Là, j'ai relu et du coup, ouais, je me suis rendu compte de ça, que c'était vraiment trois personnages. Le dénouement, pas d'attraque, qu'est-ce qui se passe C'est ça qui me plaît bien dans ce livre-là. Puis, ouais. Oui, quand je l'ai acheté, c'était mon premier livre. Et du coup, après, j'en ai acheté d'autres de ce gars-là. C'est Les Feignants de la Vallée Fertile. Et
Je me rappelle plus de l'autre, un autre, mais en même temps je me rappelle plus du titre, je me rappelle plus de l'histoire et je crois qu'il m'avait pas plu. C'est pour ça que je m'en rappelle pas vraiment. Et du coup, c'est Les Feignants de la Vallée Fertile. Par contre, l'autre livre qu'il a fait est quand même bien foutu. C'est plus ou moins l'histoire d'un gars qui veut faire un projet abracadabrantesque. Il n'y a absolument aucune raison de faire ça, sauf qu'il a plein de thunes, du coup il la dépense. Et pareil, là c'est les mendiants qui sont, ou les simples d'esprit qui sont là à lutter contre ça. Et je pense que c'est une thématique qu'on retrouve pas mal dans ces romans. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ennuyeux à force, mais c'est toujours la parole aux mêmes et toujours dans l'idée de les défendre ou de mettre en lumière le fait qu'ils savent et les autres non. C'est peut-être un peu... Enfin, j'ai pas lu... Il a fait 7 bouquins, j'en ai eu 3 du coup sur les 7. Les 4 autres, je peux pas trop dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même toujours un peu la même thématique qui est reprise à chaque fois. Ce qui fait que, bon, c'est pas forcément marrant de les lire tous d'une traite, quoi. Peut-être qu'il peut se passer des choses. J'en sais rien. Oui, carrément. Du coup, je vais lire un passage du tout départ du livre. Juste dire quand même un peu avant, parce que là, sinon on va pas comprendre certains trucs. Il se réveille chez lui, du coup dans sa chambre qui est extrêmement simple, il dort sur une pile de journaux, et il est en train de rêver qu'il y a une inondation qui se noie. Il se réveille et il se rend compte qu'en fin de compte, il y a plein d'eau chez lui, et que cette eau-là sort du logis de ses voisins. Et la première réflexion qu'il a, c'est « Ouah, dis donc, une propreté chez ses nouveaux voisins, c'est vraiment inadmissible, parce que qui aurait idée de laver sa maison dans une maison aussi pourrie ?» Je vais commencer la lecture. Goar demeurait l'esprit inerte, comme frappé de stupeur par la révolution de cette propreté insensée. Il lui semblait qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter cette inondation. Mais quoi? Le mieux était d'attendre. Un miracle se produisait certainement. Cette situation absurde réclamait un dénouement par des forces surnaturelles. Goar se sentant d'avance désarmé. Il attendit quelques minutes, mais rien ne se produisit. Aucune puissance occulte ne vint le secourir. Il se leva enfin, resta debout, immobile, dans une attitude d'halluciné, de rescapé d'un naufrage. Puis, avec d'infinies précautions, il avança sur le sol détrempé et alla s'asseoir sur l'unique chaise qui meublait la chambre. À part cette chaise, il n'y avait rien d'autre qu'une caisse en bois retournée sur laquelle trônait un réchaud à alcool, une cafetière et une gargoulette contenant de l'eau potable. Goar vivait dans la plus stricte économie de moyens matériels. La notion la plus élémentaire de confort était depuis longtemps bannie de sa mémoire. Il détestait s'entourer d'objets. Les objets réclamaient le germe latent de la misère, la pire de toutes, la misère inanimée. Celle qui engendre fatalement la mélancolie par sa présence sans issue. Non pas qu'il fût insensible aux apparences de la misère, il ne reconnaissait en celle-ci aucune valeur tangible, elle demeurait toujours pour lui une abstraction. Simplement, il voulait protéger son regard d'une promiscuité déprimante. Le dénuement de cette chambre avec pour Goar la beauté de l'insaisissable. Il y respirait un air d'optimisme et de liberté. La plupart des meubles et des objets usuels outrageaient sa vue, car ils ne pouvaient offrir aucun aliment à son besoin de fantaisie humaine. Seuls les êtres humains, dans leur folie innommable, avaient le don de le divertir.